Salut à tous et bienvenue dans cette émission dans laquelle on va essayer d'aller à la recherche du portefeuille parfait. En fait, du portefeuille passif parfait. Passif dans le sens où ce serait un portefeuille qu'il ne faut pas surveiller et parfait dans le sens où ce serait un portefeuille qui marcherait dans toutes les conditions de marché. Et cette recherche-là, elle a déjà été faite et pas par n'importe qui, par Ray Dalio qui est probablement l'un des gérants de fonds les plus connus de la planète puisqu'il gère l'un des plus gros hedge funds de la planète qui s'appelle Bridgewater. C'est pas que lui qui a travaillé sur ce portefeuille, c'est lui et ses équipes d'analystes. C'est probablement l'un des portefeuilles passifs les plus connus qui s'appelle le All Weather Portfolio qu'on pourrait mal traduire en français par un portefeuille tout temps ou plutôt on va appeler ça un portefeuille 4 saisons, ça sonne beaucoup mieux en français. Alors bien sûr je vais vous expliquer le concept, la philosophie tout d'abord et puis on verra ses avantages, ses inconvénients et à la fin je vous donnerai même les ETF qui vous permettent de construire vous-même ce portefeuille si vous pensez qu'il correspond à votre type d'investissement. Mais avant de plonger dans le portefeuille 4 saisons de Ray Dalio, je voulais partager avec vous une super opportunité. Zone Bourse propose en ce moment une offre spéciale de moins 40% sur leurs abonnements. C'est clairement le moment d'en profiter. Vous le savez, moi j'utilise Zone Bourse au quotidien. J'utilise le Stock Screener pour dénicher des opportunités facilement et sans avoir à passer en revue des milliers de valeurs. Je lis les conseils, les articles. J'utilise les listes de valeurs. Ça me sert beaucoup. Pourquoi? Pour suivre mon portefeuille d'abord, mais aussi suivre ma watchlist, c'est-à-dire là où je mets toutes les entreprises qui me font de l'œil et que dans lesquelles j'ai envie d'investir. Et puis bien sûr, vous me connaissez, je suis toujours plongé dans les données financières des entreprises sur le site Zone Bourse. Donc vous pourrez trouver le lien en dessous de cette vidéo pour profiter de cette offre de moins 40%. Alors c'est une offre limitée, donc si vous regardez cette offre, plutôt cette vidéo plus tard, il se peut qu'elle ne soit plus valide parce que c'est une vidéo qui va rester en ligne longtemps. Donc voilà, profitez-en pendant que c'est encore le moment. Mais retournons à notre portefeuille 4 saisons. Donc l'idée de base, c'était de sortir du portefeuille classique. Qu'est-ce qu'on appelait un portefeuille classique, notamment aux États-Unis? C'était un portefeuille qui était constitué de 60% d'actions et 40% d'obligations. Mais pour Bridgewater, ce n'était pas une approche logique. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est d'aller chercher de la performance avec les actions et de la protection, on va dire, de baisser la volatilité d'un portefeuille avec les obligations. Mais pour Ray Dalio, les actions avaient une part trop importante dans ce portefeuille parce que comme elles sont plus risquées, en cas de crise, 60% c'était déjà trop et ça faisait trop baisser le portefeuille. Donc ils ont essayé de repartir de zéro et d'avoir une approche complètement différente. Et c'est là où le terme français de 4 saisons, il correspond vraiment bien, beaucoup mieux même que All Weather parce que dans le cas de Ray Dalio, il a identifié 4 régimes économiques. Donc l'idée est simple, il a pris selon lui les 2 facteurs les plus importants pour prendre le pouls de l'économie. Ça va être la croissance et l'inflation. Et l'économie étant cyclique, on va passer par des périodes de croissance et des périodes de décroissance, et puis des périodes d'inflation et de désinflation. Si on mixe un peu tout ça, on va donc avoir 4 régimes que Ray Dalio montre souvent sous la forme de cadrans. Nous allons avoir par exemple un régime de boom inflationniste, c'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation de la croissance et une augmentation de l'inflation. Ça, c'est typiquement la période 2003-2008 pour ceux qui investissent depuis un moment, mais plus récemment, ça va être la période post-Covid, post-guerre en Ukraine, où on avait encore de la croissance et surtout une forte inflation. Dans ce cadran boom inflationniste, les actifs qui sont censés le mieux performer, ça va être les matières premières, y compris l'or, les obligations des pays émergents, les actions et les obligations protégées contre l'inflation. Et puis, j'ai envie de dire, à l'opposé de ce boom inflationniste, on va avoir la crise désinflationniste. Donc là, c'est complètement l'inverse. On va être en récession et en désinflation. Ça, pour moi, j'ai envie de dire que c'est les crises classiques du type 2008-2009. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on veut? On veut surtout des obligations d'État. Ça, c'est pour moi les 2 régimes les plus logiques. On va dire l'économie en surchauffe d'abord, et puis ensuite le refroidissement. Mais on trouve aussi des périodes un peu plus bizarres de boom désinflationniste, c'est plus rare, c'est typiquement les années 80. Ici, priorité aux actions et dans une moindre mesure aux obligations d'État. Et enfin, le 4e des 4 types de régimes, c'est ce qu'on appelle la stagflation, comme dans les années 70 au moment du choc pétrolier, donc 73-81. Donc ici, c'est un mélange de stagnation de la croissance ou baisse de la croissance, voire même récession, avec malgré tout de l'inflation. Et dans ce cas-là, priorité aux obligations protégées contre l'inflation et dans une moindre mesure, matières premières et or. Alors, avant d'en venir au concret de comment concrètement essayer de copier le portefeuille de Ray Dalio avec des ETF, je voudrais parler des faiblesses de ces scénarios. Pour moi, la plus
plus importante, c'est que Ray Dalio et ses équipes estiment que chaque scénario a environ 25% de chances de se produire. Donc, la manière dont il va construire son portefeuille, c'est d'être 25% croissance, décroissance, 25% inflation, désinflation. Mais pour moi, c'est pas le cas. On n'est pas à 25% pour chaque scénario. La stagflation, par exemple, c'est plutôt rare et on l'a quasiment pas vu depuis les années 70. Alors, je sais qu'on parle de stagflation en ce moment. On parle de croissance qui s'arrêterait avec une inflation qui continuerait. Donc, on basculerait dans ce cas-là dans la stagflation. Mais pour moi, on n'est pas à 25, 25, 25. Et vous rajoutez un 25 pour faire 100%. Pour moi, le fait qu'on ne soit pas à part égale, c'est ce qui explique que Ray Dalio a tendance à surpondérer les obligations. Aujourd'hui, si vous essayez de répliquer ce que je vous ai dit jusqu'ici sous forme d'ETF, vous allez probablement aller chercher au moins une dizaine d'ETF, voire même une quinzaine, puisque vous allez chercher des obligations marché émergents, vous allez chercher des obligations indexées sur l'inflation, etc., etc. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle un portefeuille all-weather, ça va être quelque chose de beaucoup plus simple, avec uniquement 5 catégories. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est Ray Dalio lui-même qui a donné ce portefeuille dans une interview qu'il a donnée à Tony Robbins dans son livre Money Master the Game, qui n'est pas forcément un bouquin que je vous recommande, mais si vous avez déjà lu la plupart des classiques, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Et donc, dans ce livre-là, que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque, Ray Dalio nous dit qu'il conseillerait d'avoir 30% en actions. Et lui-même, dans l'interview, il dit au début, ça me paraissait faible, mais souvenez-vous que les actions sont 3 fois plus risquées que les obligations. J'entends ce qu'il dit, mais effectivement, moi je trouve ça faible, voire beaucoup trop faible. Ensuite, il conseille des obligations d'État. Ça, c'est le gros morceau. Avec 40% long terme. Alors pour lui, le long terme, c'est des obligations 20-25 ans. Et puis 15% du portefeuille sous forme d'obligations moyen terme. Et pour lui, moyen terme, c'est du 7-10 ans. Et quand Tony Robbins lui demande pourquoi autant d'obligations, puisque si vous avez bien fait la somme, on est à 55% d'obligations dans le portefeuille, ce qui est relativement énorme, mais Ray Dalio répond que c'est pour contrer la volatilité des actions. Et là non plus, je ne suis pas d'accord, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et pour terminer, il nous conseille de mettre 7,5% en matières premières et 7,5% en or. Ici, le but, il est clair, c'est pour contrer l'inflation, parce que l'inflation peut faire mal à la fois aux actions et aux obligations, même si je préfère être investi en actions, évidemment, en cas d'inflation qu'en obligations. Donc, voilà son portefeuille simplifié, j'ai envie de dire. Donc, 30% actions, 40% obligue long terme, 15% obligue moyen terme, et puis matières premières et or à égalité à 7,5%. Alors je trouve que cette version simplifiée, elle a quand même de grandes différences avec la thèse de départ. On n'a pas d'obligation indexée sur l'inflation, on n'a pas de pays émergents, on n'a pas d'obligation d'entreprise non plus. Mais comme souvent, il vaut mieux avoir une stratégie simple, mais qu'on va mettre en place réellement, qu'on va implémenter, qu'on va suivre, qu'on va tenir dans le temps, plutôt qu'une usine à gaz ingérable. Donc, je comprends, c'est très bien d'avoir un portefeuille passif qui a 5 ETF. Pour moi, c'est le bon nombre, j'ai envie de dire. Surtout que c'est malgré tout un portefeuille à rebalancer minimum tous les ans. Ça, c'est le conseil aussi de Ray Dalio, mais c'est le conseil pour la plupart de ce type d'allocation. Qu'est-ce qu'on appelle rebalancer? Rebalancer, c'est vendre ce qui a monté pour racheter ce qui a baissé, le but étant de maintenir l'allocation. Donc, vous faites le point au bout de 6 mois, au bout d'un an, vous regardez si vous avez toujours 7,5% d'or, 7,5% de matières premières, etc., etc. Et si vous vous retrouvez avec 35% en actions et puis, je ne sais pas, moins d'obligations moyen terme, par exemple, vous vendez l'un pour racheter l'autre, voilà, à peu près tous les 6 mois ou tous les ans pour être sûr de garder cette fameuse allocation stratégique. Alors maintenant, c'est le moment de parler chiffres. Qu'a fait ce portefeuille depuis 2007 ? Le portefeuille 4 saisons se fait battre et bien battre par un ETF SP500, mais sans surprise, j'ai envie de dire, parce que je vous rappelle que le but de ce portefeuille, c'est pas d'avoir une performance magnifique, sinon il serait beaucoup plus pondéré en actions, il serait pas évidemment aussi lourd en obligations d'État qui vont avoir des performances plus faibles. C'est pas ça son but, c'est pas d'être plus performant, c'est d'être plus équilibré et ainsi de baisser le risque du portefeuille. Donc si on regarde purement la performance, il a une performance annualisée de 6% contre 10% pour le S&P 500, l'indice des actions américaines. Mais si on regarde la baisse, parce qu'il faut prendre en compte la performance mais aussi le risque, sa baisse maximale depuis 2007, elle n'a été que de 20%. Alors que les actions américaines ont baissé de 50% sur la même période. Donc oui, on passe de 10 à 6% de performance, mais quand on regarde le risque, ça n'a absolument rien à voir. Et si on regarde maintenant la performance ajustée de la volatilité, donc il y a des ratios pour ça, il y a le ratio de Sharpe, il y a le ratio de Sortino, il y en a beaucoup, etc. Bon bref, on a malgré tout un léger avantage pour le portefeuille 4 saisons par rapport à un portefeuille 100% boursier. Donc on va dire mission accomplie, Ray Dalio a créé un portefeuille qui est effectivement
peut-être moins performant, mais en tout cas moins risqué et qui, globalement, en termes de rendement risque, est plutôt pas mal. Et ce portefeuille, il encaisse très bien les crises. Par exemple, celle de 2008, qui n'a absolument rien à voir avec un portefeuille 100% actions, ou bien la crise du Covid. On est vraiment dans un autre monde en termes de baisse. La période qui lui a fait le plus mal, c'est finalement assez récent. C'est la période de remontée des taux d'intérêt en 2022, parce qu'on a eu une grosse baisse des obligations suite à cette hausse des taux d'intérêt et une forte baisse des actions en même temps. Donc, ce qui nous a donné 20% de pertes sur ce portefeuille. Mais si on regarde sur ces mêmes périodes, 2022, ce qu'ont fait les actions, notamment les actions américaines, on a une perte qui est plutôt autour de 25%. Donc, bien, maintenant, avant de vous donner des exemples d'ETF pour construire ce portefeuille, à qui s'adresse-t-il? Parce que pour moi, ce n'est pas un portefeuille qui s'adresse à tout le monde. Il s'adresse principalement aux personnes qui veulent limiter la volatilité de leur portefeuille. Des personnes qui veulent avant tout préserver leur investissement plutôt que de le faire croître, même si, bien sûr, on voit que c'est un portefeuille qui va faire croître vos investissements à long terme, mais surtout des gens qui ne veulent pas se poser de questions, qui ne veulent pas se retrouver avec à un moment un portefeuille à moins 50%. Mais ce n'est pas pour tout le monde, et c'est notamment pas pour ceux qui veulent maximiser leur performance. Il n'y a pas assez d'actions dedans, il n'y a que 30% d'actions, donc on le voit, à long terme, ça pèse quand même sur la performance du portefeuille. Et pour moi, c'est un peu le paradoxe de ce portefeuille, c'est que c'est quand même un portefeuille pour du très long terme, puisque les cycles sont très longs, on le voit bien sur les métaux précieux, sur les commodities, ou même sur les taux d'intérêt, on a parfois des cycles qui sont très longs, donc c'est pour du très long terme, mais on veut baisser la volatilité. Or, comme on sait que la volatilité sur les actions, elle est surtout importante à court terme, c'est pas mon portefeuille favori. Mais c'est vrai que ça peut intéresser des gens qui, sinon, auraient du mal à investir en bourse. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter, tout simplement, des baisses de plus de 30%, 40% et qui serait à risque en fait de vendre à ce moment-là, donc au pire moment. Donc pour moi, ce type de portefeuille, c'est vraiment pour des personnes qui veulent limiter la volatilité. Et d'ailleurs, ça correspond très bien aux personnes qui l'utilisent le plus, c'est-à-dire aux fonds de pension, parce que ces fonds de pension, ils sont là pour le long terme, mais ils doivent aussi rendre des comptes à leurs investisseurs, et au moins ils sont quasi garantis de faire un peu mieux que le marché en cas de crise, et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent rassurer leurs investisseurs, ils veulent pas qu'il y ait des gens qui s'inquiètent pour leur retraite. Donc voilà, ça correspond très bien aux fonds de pension. Maintenant, j'ai jeté un coup d'œil à différents ETF pour voir comment reconstituer ce portefeuille. Commençons par le gros du morceau qui sont les obligations long terme. Donc là, je suis allé piocher principalement chez Amundi et chez iShares, les deux mastodontes, pour avoir des ETF qui sont éligibles en Europe. Chez Amundi, on va trouver des ETF, donc le code MTH, le Amundi Euro Government Bonds 25+, donc avec des maturités très longues, qui a des frais très faibles, 0,07%. On va trouver quasi l'équivalent aux États-Unis avec le Amundi US Treasury Bonds Long Dated qui a pour code US10, pareil avec des frais très faibles. Chez iShares, on trouve évidemment les équivalents, notamment un iShares Treasury Bonds 20+, donc 20 ans et plus, le code c'est DTLA. Donc pour la partie obligations long terme, voilà, soit vous pouvez prendre que des obligations américaines, que des européennes, ou bien faire moitié-moitié, mais on voit des ETF qui sont très peu chers. Sur les 30% actions, honnêtement, je pense que ce n'est pas la peine de trop s'embêter. Il faut chercher un ETF monde. Vous pouvez prendre le Amundi MSCI World, le LCWD qui a des frais de 0,12%, donc c'est très faible. Et puis chez iShares, vous pouvez prendre un Core MSCI World. Le code c'est EUNL à 0,20% de frais. Et puis vous le savez, il y a plein d'autres ETF monde qui existent. Moi j'ai un petit faible pour l'Amundi, mais voilà, cette partie-là, elle est relativement facile. Ensuite, on a 15% d'obligations moyen terme. Beaucoup de choix encore ici, que ce soit chez iShares ou chez Amundi. Chez Amundi, par exemple, vous trouvez le Amundi Euro Government Bonds 7-10 ans et puis pareil le Amundi US Treasury Bonds 7-10 ans. Dans les deux cas, les frais sont relativement faibles et vous avez ces fameuses obligations d'État, puisque c'est ça dont nous parle Ray Dalio, vu que son but c'est de limiter la casse pendant les crises. Obligations d'État 7-10 ans, je vous le disais, vous trouvez ça chez Amundi, chez iShares. Ensuite, les 7,5% d'or, pareil, chez les deux gros gérants, vous allez trouver le iShares Physical Gold qui va vous coûter 0,12% et puis le Amundi Physical Gold qui va vous coûter la même chose, 0,12% par an. Voilà, le ticker c'est PBFB pour le iShares et puis Gold pour Amundi. Et puis pour les matières premières, c'est là où on a une petite différence entre les deux gérants d'actifs. Chez Amundi, on va trouver principalement le Bloomberg Equal Weight Commodity ex agriculture, c'est-à-dire qu'en général dans les ETF commodity, c'est-à-dire matières premières, on trouve des métaux, donc on va avoir métaux de base et métaux précieux, et c'est important d'avoir les deux, de l'énergie, donc en général c'est du pétrole et du gaz, et puis
matières agricoles, donc soit des céréales ou bien du bétail. Donc là, celui d'Amundi, c'est hors céréales et hors bétail, alors que chez iShares, on a le iShares Diversified Commodity Swap qui lui inclut toutes les matières premières, c'est-à-dire métaux de base, métaux précieux et énergie, donc comme celui d'Amundi, mais en plus, on va avoir céréales et bétail. Donc voilà, vous avez le choix, 0,30% par an pour le Amundi et 0,19% de frais du côté d'iShares. Alors voilà pour ce fameux portefeuille all-weather, 4 saisons, ou bien qu'on peut même appeler anti-stress, comme vous voulez. Pour moi, c'est vraiment un portefeuille qui a une utilité, même si je ne suis pas fan, parce que moi, j'ai une tolérance au risque qui est relativement élevée, donc je n'ai pas de problème à mettre une grosse partie en action, bien plus de 30%. Mais je pense que c'est un bon moyen pour des gens qui n'iraient pas en bourse parce qu'ils trouvent le risque trop élevé, parce qu'ils ont peur, ou peut-être des débutants, de se dire, bah voilà, j'ai une partie du portefeuille qui est exposée à la bourse, 30%. Alors après, vous pouvez bien sûr jouer avec les pourcentages, mais je sais que j'ai mon parachute, j'ai de l'or en cas de crise, et puis bien sûr, j'ai les obligations d'État, à vous de choisir américaines, européennes ou les deux. Et puis bien sûr, vous pouvez toujours vous amuser à rajouter ce qu'on appelle des TIPS, des obligations indexées sur l'inflation. Vous pouvez aussi rajouter des obligations émergentes, etc., un peu dans l'idée de ce que je vous ai raconté au début. Après, vous pouvez faire ça à votre manière, augmenter un petit peu les actions, les baisser, mais je trouve que c'est intéressant cette vue qui est finalement relativement classique de dire on va prendre des actifs qui sont décorrélés pour avoir un portefeuille qui marche un petit peu dans tous les différents régimes de marché. Ça reste intéressant. On est tous habitués à avoir des portefeuilles avec beaucoup d'actions. En tout cas, ceux qui me suivent sur cette chaîne, je sais que vous avez en général beaucoup d'actions. Je reçois beaucoup de portefeuilles, donc ça me donne une idée. Mais on oublie toutes ces personnes qui sont freinées par l'investissement en bourse du fait de la volatilité. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne solution. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce type de portefeuille. Est-ce que vous aussi, vous avez rajouté des matières premières, de l'or ou bien des obligations d'État pour faire un peu buffer, comme on dit, pour faire un ralentisseur sur votre portefeuille en cas de baisse? Mettez-moi ça en commentaire. Merci encore pour vos likes, pour vos partages, c'est toujours super sympa, et à bientôt pour d'autres vidéos.